Qu'avez-vous découvert à propos de la garderie de votre fille qui vous a rendu furieux? Le jeudi dernier, j'ai reçu un appel disant que la crèche de ma fille était en feu. Quand je suis arrivé, ma Gabriella était déjà en train d'être mise dans l'ambulance. Et j'ai pu voir les brûlures féroces qui couvraient ses oreilles et son cou. Elle avait un masque à oxygène et quelque chose à quoi j'aurais dû prêter plus d'attention était qu'elle semblait être la seule enfant gravement blessée. Tous les autres enfants allaient bien, peut-être avec un peu de poussière et une égratignure ici et là, mais rien de plus. Je suis monté dans l'ambulance avec Gabriella et sur le chemin de l'hôpital, son rythme cardiaque est tombé à un quart de ce qu'il devrait être. Elle a commencé à devenir violette. Nous sommes arrivés et ils l'ont emmenée à l'arrière immédiatement. Les médecins m'ont laissé attendre sans nouvelles pendant 7 heures. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit que ma Gabriella était partie, ou du moins la Gabriella dont je me souvenais. Le manque d'oxygène dans son cerveau avait causé de graves dommages. Elle était dans le coma. Son médecin a dit qu'elle se réveillerait probablement, mais il m'a dit de me préparer à des dommages cérébraux permanents. 25% de chances qu'elle redevienne normale. Cette nuit-là, alors que j'étais à ses côtés, le paramédic qui avait amené Gabriella s'est assis près de moi. « Monsieur, je dois vous dire quelque chose. Nous avons trouvé votre fille dans la salle de bain des employés de la crèche. La porte était verrouillée. Elle était la seule enfant qui restait dans tout le bâtiment. » Mes yeux se sont écarquillés. Ces mots n'avaient pas de sens au début, puis ils en ont eu. Quelqu'un a mis Gabriella là-bas et l'a laissée brûler. Le lendemain matin, j'ai confronté Madame Hamilton, la propriétaire de la crèche. Elle était assise à son bureau dans sa 2e succursale. Je m'attendais à ce qu'elle soit tout aussi choquée et qu'elle commence une enquête. Mais quand je lui ai demandé pourquoi Gabriella était dans cette salle de bain fermée à clé, elle a juste continué à feuilleter des papiers. Des événements malheureux se produisent dans les urgences. Les gens paniquent, et vous n'êtes pas un saint non plus. Vous êtes toujours en retard de 15 minutes pour la chercher. Mon personnel est épuisé de traiter avec des parents comme vous. Ma mâchoire est tombée quand je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a juste levé les yeux avec ses yeux froids. Votre fille a toujours été extrêmement difficile. Peut-être que quelqu'un avait juste besoin de 5 minutes de paix. Et, comme par hasard, l'incendie a commencé. 5 minutes de paix. C'est ce que valaient les dommages cérébraux de mon bébé pour elle. Je retournais à ma voiture, tremblant de rage, quand une autre mère m'a appelé. Lisa, dont le fils de 4 ans, Grace, était dans la salle des tout-petits. Elle avait l'air nerveuse en s'approchant. J'ai entendu pour Gabriella. Je suis tellement désolé. Mais je dois vous dire quelque chose. Grace fait toujours des cauchemars à propos de l'incendie. Elle dit qu'elle a vu M. Victor emmener un bébé dans la salle de bain du personnel juste avant que la fumée ne commence. Elle a entendu des pleurs, puis la porte s'est refermée. Mes genoux ont fléchi. Victor, l'assistant de l'après-midi qui se portait toujours volontaire pour les changements de couches. Cet après-midi-là, j'ai attendu près de la voiture de Maria. Elle était une autre employée de la crèche, et quand elle m'a vu, elle a essayé de faire demi-tour. Mais je l'ai appelée. « Maria, s'il vous plaît, ma fille a des dommages cérébraux. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Elle a regardé autour d'elle dans le parking vide. Puis ses épaules se sont baissées de résignation. Victor emmène les bébés dans cette salle de bain et ferme la porte à clé. Nous les entendons pleurer, mais nous ne pouvons pas entrer. Nous en avons parlé à Madame Hamilton, mais Victor est son neveu. Elle a dit « Mêlez-vous de vos affaires ou vous perdrez vos emplois. » Le jour de l'incendie, quand l'alarme a sonné, Victor est sorti en courant de cette salle de bain seul et a claqué la porte derrière lui. Je lui ai demandé si tous les enfants étaient sortis et il a dit oui. Mais son visage était blanc et ses mains tremblaient. Il a laissé votre bébé là-bas pour qu'elle brûle parce qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi il l'avait enfermée dans cette salle de bain. Mon monde entier s'est arrêté à ce moment-là. J'ai dû m'appuyer contre ma voiture pour ne pas m'effondrer. Cette nuit-là, j'ai conduit directement au poste de police. J'ai raconté au premier officier que j'ai vu à propos de l'incendie. Comment Victor avait laissé mon bébé enfermé dans cette salle de bain pour mourir et qu'il lui avait fait quelque chose là-bas. L'expression de l'officier est passée de concerné à désintéressé, au moment même où le nom de Victor a été mentionné. Donc, vous croyez que ce Victor a été inapproprié avec votre fille? Avez-vous des preuves? J'ai des témoignages. Il enferme les bébés là-bas pendant 30 minutes. Il a juste ajusté sa ceinture pour m'interrompre.
C'est de la négligence au pire. Déposer une plainte civile. Il l'a laissé brûler, j'ai crié, attirant l'attention de tout le monde. Pas sans preuve, il ne l'a pas fait. Je me suis rendu compte qu'il n'allait pas aider. Cette nuit-là, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai appelé mes 2 meilleurs amis, Kyle et Benji, que je connais depuis la prison, et je leur ai tout raconté. Je leur ai envoyé les photos de leur filleule branchée à des machines. Nous nous sommes rencontrés dans un bar où nous avons tout discuté. À 1h du matin, nous étions déjà devant l'immeuble délabré de Victor, avec tout ce dont nous avions besoin. Un inconnu a déverrouillé l'entrée principale, nous laissant entrer, et une fois à l'intérieur, nous nous sommes changés en costumes entièrement noirs sous les escaliers. Nous nous sommes faufilés jusqu'à la porte où Kyle a forcé la serrure, et nous nous sommes glissés à l'intérieur. Victor s'est réveillé 10 minutes plus tard, avec la sensation d'un couteau contre sa joue et 3 hommes vêtus de noir debout autour de lui. Il a essayé de crier, mais la chaussette dans sa bouche l'a empêché. Je lui ai expliqué pourquoi nous étions ici, et son visage est devenu encore plus pâle quand j'ai mentionné Gabriella. Nous l'avons traîné tous les 3 sur ses pieds et l'avons emmené à contre-cœur dans sa cuisine. Il pleurait, essayant de négocier avec nous, disant que nous pouvions voler l'endroit et qu'il ne nous dénoncerait pas. Mais Benji a sorti son rouleau de ruban adhésif et lui a scotché les jambes, les bras et le torse maintenant fortement contusionnés à sa chaise. Il lui a même scotché la bouche. C'est alors que je me suis approché de lui. Maintenant, je vais t'enlever le ruban adhésif de la bouche et tu vas me dire ce que tu faisais avec Gabriella dans cette salle de bain. J'ai mis mon couteau sur son cou. J'ai attrapé le bord du ruban et l'ai arraché de sa bouche d'un mouvement rapide. Victor a haleté et a commencé à respirer bruyamment par la bouche. J'ai appuyé plus fort sur le couteau contre sa gorge jusqu'à ce qu'une petite goutte de sang apparaisse. Tout son corps est devenu raide. Je me suis penché assez près pour sentir la peur émanant de lui. Tu vas me dire exactement ce que tu as fait à ma petite fille dans cette salle de bain. Ses yeux se sont ouverts si grands que j'ai pu voir le blanc autour d'eux. Il ne s'agissait plus d'argent et il le savait. Victor a commencé à pleurer plus fort et la morve coulait sur son visage. Je n'ai jamais touché les enfants comme ça. Je jure que j'avais juste besoin qu'ils se taisent quand j'étais au téléphone avec ma petite amie. Les mots sont sortis vite et désespérés. Je n'ai pas cru un seul mot. Kyle s'est approché du comptoir et a pris le téléphone de Victor. Nous allons vérifier ça alors. Victor a essayé de secouer la tête, mais il ne pouvait pas beaucoup bouger avec tout le ruban adhésif. Benji a attrapé la tête de Victor avec ses 2 mains et l'a maintenu complètement immobile pendant que je prenais le téléphone de Kyle. J'ai fait défiler les photos et mon estomac s'est retourné. Il y avait des dizaines de photos de bébés dans cette salle de bain. Mes mains ont commencé à trembler quand j'ai vu Gabriella sur 3 d'entre elles. Les photos n'étaient pas sexuelles, mais elles montraient les enfants en train de pleurer avec des larmes coulant sur leur visage. Certains avaient des marques rouges sur les bras ou quelqu'un les avait saisis trop fort. J'ai tenu le téléphone juste devant le visage de Victor et je lui ai montré la photo de Gabriella pleurant dans cette salle de bain. Son petit visage était rouge et effrayé. Explique ça. Les pleurs de Victor ont empiré et il a commencé à parler rapidement. Elle était trop bruyante. D'accord. Elle n'arrêtait pas de pleurer et la salle de bain a des murs épais pour que personne ne puisse l'entendre. Ma main qui tenait le couteau a commencé à trembler. Je ne voulais pas que le feu l'attrape. J'ai paniqué et je me suis enfui. Je pensais que quelqu'un d'autre la sortirait. Kyle s'est approché du matelas de Victor et l'a soulevé. Un cahier noir est tombé au sol. Il l'a ramassé et a commencé à feuilleter les pages. Son visage s'est assombri à chaque page qu'il tournait. Ce salaud malade tenait des registres. Il m'a montré le cahier et j'ai vu des dates et des heures avec les noms des enfants à côté. Le nom de Gabriella y était 17 fois en 2 mois. Certaines entrées disaient 45 minutes à côté de son nom. Ma vision est devenue rouge et avant de savoir ce que je faisais, je me suis penché et j'ai frappé Victor aussi fort que j'ai pu dans l'estomac. Il s'est plié autant que le ruban adhésif le permettait et a fait un bruit comme si tout l'air de son corps était parti. Benji m'a attrapé le bras et m'a tiré en arrière. Nous avons besoin qu'il soit réveillé pour tout enregistrer. Rappelle-toi le plan. Je respirais bruyamment et mes phalanges me faisaient mal, mais j'ai hoché la tête. Kyle a pris le téléphone de Victor et a commencé à le configurer pour enregistrer une vidéo. Il l'a calé contre le grille-pain pour qu'il ait une vue dégagée sur le visage de Victor. Je suis revenu et j'ai mis le couteau assez près pour que Victor le voie, mais sans le toucher.
Tu vas tout avouer. Le truc de la salle de bain, laisser Gabriella dans l'incendie. Que ta tante le savait. Tout. Victor sanglotait et haletait pour de l'air, mais il a commencé à parler quand j'ai rapproché le couteau. Il a dit à la caméra qu'il enfermait les enfants dans la salle de bain quand ils pleuraient trop. Il a admis qu'il le faisait depuis 6 mois. Il a dit que sa tante le savait, mais s'en moquait parce qu'il était de la famille. Il a parlé du jour de l'incendie et de la façon dont il s'est enfui et a laissé Gabriella parce qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était là. Chaque mot me donnait envie de le blesser davantage. Mais je suis resté immobile. Après 10 minutes de lui parlant et pleurant, Kyle a arrêté l'enregistrement. Nous sommes tous restés là à regarder Victor scotché à la chaise. Benji a craqué ses phalanges et a dit que nous devrions le blesser davantage pour ce qu'il a fait. Kyle a secoué la tête et m'a regardé. Si nous le tuons, Gabriella perdra aussi son père en allant en prison. Pense à ça. Mes mains tremblaient toujours, et je ne souhaitais rien de plus que de faire payer Victor pour chaque seconde que ma fille a souffert. Mais Kyle avait raison. Gabriella avait besoin de moi. Je me suis approché de Victor une fois de plus. Tu vas vivre, mais tout le monde va savoir ce que tu as fait à ces enfants. Victor a commencé à pleurer plus fort et à nous supplier de ne le dire à personne. Je l'ai ignoré et j'ai pris son téléphone. J'ai composé le 911 et quand l'opérateur a répondu, j'ai dit qu'il y avait eu un vol à l'adresse de Victor et j'ai raccroché. Kyle a attrapé le cahier et je me suis assuré que la vidéo de la confession était toujours sur le téléphone de Victor. Je me demande ce qui a fait que Victor a pensé qu'il pouvait continuer à s'en tirer en enfermant des bébés qui pleurent dans cette salle de bain pendant des mois. Il y a quelque chose de profondément dérangé ici. Prendre des photos d'enfants qui pleurent, tenir des registres détaillés comme si c'était une sorte de passe-temps tordu, et sa tante. Nous nous sommes déplacés rapidement vers la porte arrière. Benji a vérifié dehors en premier pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Nous nous sommes glissés tous les trois dans l'obscurité et sommes immédiatement partis dans des directions différentes. J'ai marché vite mais sans courir, vers ma voiture garée à 3 pâtés de maison. Mes mains tremblaient encore quand j'ai démarré le moteur. J'ai conduit à la vitesse réglementaire pour retourner à l'hôpital où Gabriella se battait pour sa vie. Tout le long du chemin, je n'arrêtais pas de penser à ces photos d'elle pleurant dans cette salle de bain. Au moment où je suis arrivé au parking de l'hôpital, le soleil commençait à se lever. Je suis resté dans ma voiture pendant quelques minutes en essayant de me calmer avant d'entrer. Le garde de sécurité à l'entrée m'a fait un signe de tête comme il le faisait tous les matins. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'USI et j'ai marché jusqu'à la chambre de Gabriella. Elle avait l'air si petite dans ce grand lit d'hôpital avec toutes ces machines autour d'elle. Je me suis assis dans la chaise à côté de son lit et j'ai pris sa petite main dans la mienne. Les brûlures sur son cou étaient recouvertes de bandages blancs. Sa poitrine montait et descendait avec le ventilateur. Je suis resté là à lui tenir la main et à la regarder respirer. Les machines continuaient de biper et de cliquer autour de nous pendant que les infirmières entraient toutes les heures pour vérifier ses signes vitaux et écrire des choses sur leur bloc-notes. Vers 7h du matin, je me suis finalement endormi dans cette chaise inconfortable, mais je me suis réveillé quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt avec des SMS de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Le premier message de mon cousin disait simplement de vérifier les nouvelles. Alors j'ai sorti le site web de la station locale et il était là. Le visage de Victor sur toute la page d'accueil, avec un titre sur le fait qu'il avait été retrouvé battu et ligoté dans son appartement. L'article disait qu'il refusait de coopérer avec la police et ne disait pas qu'il avait attaqué. Ce qui avait du sens puisque le leur dire signifierait expliquer pourquoi quelqu'un voudrait le blesser autant. J'ai rangé mon téléphone et je me suis concentré sur Gabriella, ajustant sa couverture et m'assurant que les tubes ne tiraient pas sur sa peau, quand Madame Hamilton a fait irruption par la porte vers midi avec le visage tout rouge et en colère. Elle a pointé son doigt vers moi et a commencé à crier qu'elle savait que j'avais quelque chose à voir avec ce qui était arrivé à Victor et qu'elle s'assurerait que j'aille en prison pour cela. L'infirmière qui changeait le sac de levée de Gabriella lui a dit qu'elle devait baisser la voix ou partir. Et je suis juste resté assis tranquillement en lui disant que j'avais été ici toute la nuit avec ma fille. 2 autres infirmières sont entrées à cause du vacarme, et elles ont toutes confirmé qu'elles m'avaient vu régulièrement pendant leur quart de travail, vérifiant Gabriella toutes les heures comme une horloge. Madame Hamilton est partie en furie, mais je savais que ce n'était pas fini, surtout quand 2 détectives sont apparus 1 heure plus tard avec leur badge à l'extérieur et des regards sérieux sur leur visage.
Avant même qu'ils ne puissent recommencer à poser des questions, je leur ai dit que j'avais besoin d'appeler mon avocat, sortant la carte de visite de Javier Nunes que j'avais gardée dans mon portefeuille depuis ma dernière rencontre avec la loi il y a des années. Javier a répondu à la deuxième sonnerie, et quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit de ne rien dire du tout, sauf que j'étais à l'hôpital, ce que le personnel médical pouvait vérifier. Les détectives ont essayé de me poser des questions sur ma relation avec Victor, et si je le blâmais pour ce qui est arrivé à Gabriela, mais j'ai juste continué à répéter que mon avocat m'avait conseillé de ne pas répondre aux questions sans lui présent. Ils sont partis après 20 minutes, mais ils ont dit qu'ils reviendraient, et je savais qu'ils allaient probablement enquêter sur mon passé et découvrir mon temps en prison et tout le reste. Cet après-midi-là, alors que j'étais en train d'acheter du café au distributeur automatique, mon téléphone s'est illuminé avec des notifications de chaque application d'actualité locale que j'avais, toutes disant la même chose à propos de nouvelles de dernière minute concernant l'incendie de la crèche. Quelqu'un avait envoyé la vidéo de la confession de Victor au canal 7 et il diffusait des extraits de lui à l'antenne. Son visage taché de larmes, admettant avoir enfermé des bébés dans la salle de bain et parlant spécifiquement de laisser Gabriela là-bas quand l'incendie a commencé. En 1 heure, c'était partout. Partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux avec des parents commentant sur la façon dont ils avaient toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez lui. Le poste de police a commencé à être inondé d'appels de parents en colère qui voulaient partager leurs propres histoires sur leurs enfants rentrant à la maison contrariés après les quarts de travail de Victor ou faisant des cauchemars à propos du méchant homme de la crèche. Le département ne pouvait plus l'ignorer avec les propres mots de Victor diffusés sur chaque chaîne locale et les journalistes campant devant la station exigeant de savoir pourquoi rien n'avait été fait plus tôt. Mon téléphone a sonné cette nuit-là et c'était Rita Oakley, l'enquêtrice sur les incendies qui avait travaillé sur la scène originale, disant qu'elle rouvrait son enquête sur la base de ces nouvelles informations. Elle avait besoin d'examiner la porte de la salle de bain de la crèche et le mécanisme de la serrure pour comprendre exactement comment un petit enfant n'avait pas pu s'échapper de l'intérieur. Et elle voulait savoir si je me souvenais de détails sur la porte du moment où j'ai récupéré Gabriela avant. Je lui ai raconté comment la porte de cette salle de bain avait l'une de ces vieilles serrures pour lesquelles vous aviez besoin d'une clé de l'extérieur et comment la poignée à l'intérieur était lâche depuis des mois, selon ce que d'autres parents avaient mentionné. Elle m'a remercié et a dit qu'elle me contacterait une fois qu'elle aurait plus d'informations. Et je pouvais entendre dans sa voix qu'elle prenait ça au sérieux maintenant. Le lendemain matin, j'ai vu aux nouvelles que la deuxième crèche de Madame Hamilton a été fermée par la ville pour une inspection d'urgence après que les parents ont commencé à retirer leurs enfants et à exiger des enquêtes. Le journaliste se tenait devant le bâtiment montrant tous ces parents qui luttaient pour trouver de nouvelles garderies pendant que les inspecteurs de la ville fouillaient les 2 bâtiments avec des bloc-notes et des caméras. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mais quand je l'ai lu, j'ai su que c'était Kyle qui utilisait un téléphone jetable, disant qu'il allait rendre visite à de la famille en dehors de l'État pendant un certain temps et de prendre soin de moi et de Gabriela. Nous savions tous les deux ce qu'il voulait vraiment dire. Qu'il avait besoin de s'éloigner d'ici au cas où la police commencerait à relier les points sur qui aurait pu rendre visite à Victor cette nuit-là. 3 jours après que la vidéo soit devenue virale, le bureau du procureur a tenu une conférence de presse annonçant qu'il porterait des accusations contre Victor pour mise en danger d'enfants et homicide involontaire. Le procureur a expliqué que bien que la vidéo de la confession elle-même ne puisse pas être utilisée au tribunal car elle a été obtenue illégalement, elle les avait conduits à trouver suffisamment de preuves indépendantes, y compris des déclarations de témoins et des preuves physiques de la crèche. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin et c'était Benji qui disait que la police était à sa porte pour l'interroger sur l'agression de Victor. Je lui ai dit d'appeler sa petite amie d'abord et de s'assurer qu'elle soutenait son alibi avant de les laisser entrer. À midi, il m'a envoyé un SMS disant qu'il avait été libéré après que sa petite amie ait juré qu'il était avec elle toute la nuit à regarder des films, et les voisins ont confirmé avoir vu sa voiture garée là depuis le dîner. Nous savions tous qu'elle mentait. Mais elle s'est tenue à son histoire, même lorsqu'elle a été interrogée sur des détails spécifiques et des chronologies. J'ai passé ces jours à faire des allers-retours entre l'USI de l'hôpital et le bureau de Javier Nunes, un avocat que je connaissais du vieux quartier qui se spécialisait dans le fait de garder des gars comme nous hors de prison. Javier a examiné tous les scénarios possibles avec moi, expliquant que sans preuve physique ou Victor nous identifiant, la police n'avait rien de solide pour construire un dossier.
Il a dit que la clé était d'être cohérent avec mon histoire d'être à l'hôpital toute la nuit, ce que les infirmières avaient déjà confirmé plusieurs fois. La vidéo de sécurité du garage de l'hôpital a montré ma voiture arrivant à 23h et ne partant que le matin, me donnant un alibi qui tiendrait au tribunal. Une semaine s'est écoulée et je tenais la main de Gabriela comme je le faisais tous les matins quand ses doigts ont bougé contre ma paume pour la première fois depuis l'incendie. Le mouvement était minuscule, mais il était réel. Et j'ai appelé l'infirmière immédiatement, qui a appelé le médecin. Il l'a examiné pendant 20 minutes, vérifiant ses réflexes et ses réponses à différents stimuli avant de me dire de ne pas trop m'emballer. Les petits mouvements involontaires étaient courants chez les patients dans le coma et ne signifiaient pas nécessairement qu'elle se réveillait, mais c'était quand même le premier signe positif que nous avions vu. Le même après-midi, Rita Oakley a appelé pour me donner une mise à jour sur son enquête sur la structure physique de la crèche. Elle avait obtenu un mandat pour examiner la salle de bain où Gabriela a été trouvée et a découvert que la poignée de porte intérieure était cassée depuis au moins 6 mois, d'après les motifs de rouille et l'usure de la peinture. Le mécanisme qui aurait dû permettre à quelqu'un de déverrouiller la porte de l'intérieur était complètement détaché et pendait inutilement derrière la plaque de la poignée. Madame Hamilton avait signé 3 rapports d'entretien différents, reconnaissant la poignée cassée, mais n'avait jamais autorisé la réparation, car cela aurait signifié la fermeture de cette salle de bain pendant une journée entière. Rita a dit que cela ajoutait une responsabilité de l'établissement aux accusations criminelles, car Madame Hamilton maintenait sciemment une condition dangereuse qui empêchait l'évasion. Plus de travailleurs de la crèche ont commencé à contacter les enquêteurs maintenant que Madame Hamilton ne pouvait plus menacer leurs emplois, puisque les 2 succursales étaient de fermer. Maria a fait une déclaration sous serment au bureau du procureur détaillant 17 incidents séparés, où elle a essayé de signaler le comportement de Victor à Madame Hamilton. Elle avait des dates, des heures, et leur a même montré des SMS où elle documentait ses préoccupations pour se protéger légalement. Une autre employée nommée Sandra s'est présentée avec des photos qu'elle avait prises secrètement de contusions sur les bras des bébés qui correspondaient au motif de la prise des mains d'un adulte. Elle avait eu trop peur de le signaler plus tôt, mais a maintenant remis son téléphone avec des dizaines de photos couvrant 8 mois. Victor a été formellement arrêté la semaine suivante et Javier a appris par ses contacts au palais de justice que les choses avaient mal tourné pour lui dès son admission. Les autres prisonniers ont appris qu'il faisait du mal aux enfants quelques heures après son arrivée à la prison du comté, et pour cette première nuit, il avait été battu si gravement qu'ils ont dû le transférer dans l'aile médicale. Comment ces travailleurs de la crèche ont-ils pu garder des registres aussi détaillés sans que personne ne s'en aperçoive? Les 17 incidents documentés de Maria et les photos secrètes de Sandra montrent qu'ils ont construit des preuves pendant des mois, tout en travaillant encore là-bas tous les jours. Son visage était méconnaissable selon les photos d'admission que Javier a réussi à voir, avec les 2 yeux gonflés et la mâchoire potentiellement cassée. Il a été transféré en détention de protection après cela, mais même là, il n'était pas en sécurité parce que les gardiens laissaient accidentellement les portes déverrouillées ou regardaient ailleurs lorsque certains prisonniers avaient besoin d'utiliser le même couloir. 2 semaines plus tard, le détective enquêtant sur l'agression de Victor est venu me voir à l'hôpital alors que j'étais assis avec Gabriela. Il m'a emmené dans le couloir et m'a dit qu'il fermait l'affaire faute de preuves et en raison du refus de Victor de coopérer avec l'enquête. Victor ne voulait pas identifier ses agresseurs et a affirmé qu'il ne se souvenait de rien de cette nuit-là, probablement parce qu'il savait que témoigner contre nous signifierait admettre ce qu'il avait fait à ses bébés. Le détective m'a regardé droit dans les yeux quand il a dit qu'il n'avait aucune piste ni aucun témoin prêt à se manifester. Et la façon dont il l'a dit a clairement montré qu'il savait exactement ce qui s'était passé, mais il ne s'en souciait pas assez pour enquêter. Le lendemain matin, j'ai vu aux nouvelles que Madame Hamilton était arrêtée chez elle pour mise en danger d'enfants et non-signalement de maltraitance. Les caméras l'ont capturée en train d'essayer de se couvrir le visage avec sa veste alors qu'elle était menottée et emmenée à la voiture de police, tandis que les journalistes criaient des questions sur le nombre d'enfants qui avaient été blessés sous sa supervision. L'avoir menottée a semblé être une sorte de justice, mais cela n'a pas réparé le cerveau de Gabriela ni ramené la fille que j'avais perdue à cause de la fumée et des flammes. Dans les jours qui ont suivi son arrestation, un groupe de parents a déposé un recours collectif massif contre la société de la crèche et Madame Hamilton personnellement pour négligence et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.
J'ai rejoint la plainte même si je savais que l'argent ne réparerait pas les dommages, ni ne rendrait Gabriella entière, mais il pourrait au moins couvrir ses factures médicales et les soins spécialisés dont elle aurait besoin pour le reste de sa vie. 3 semaines après avoir rendu visite à Victor dans son appartement, je lisais à Gabriella son livre préféré quand ses yeux se sont soudainement ouverts pour la première fois depuis l'incendie. Mon cœur a fait un bond et j'ai laissé tomber le livre, appelant les infirmières tout en essayant de rester calme et de ne pas l'effrayer. Mais quand ses yeux se sont fixés sur mon visage, il n'y avait aucune reconnaissance. Seulement de la peur et de la confusion alors qu'elle commençait à pleurer et à essayer de s'éloigner de moi. Les infirmières se sont précipitées et ont dû la calmer car elle se débattait si fort qu'elle aurait pu se blesser. Et je suis resté là à regarder ma propre fille, crier de terreur en me voyant comme si j'étais un étranger qui lui voulait du mal. Le lendemain matin, le neurologue m'a appelé à son bureau et a montré les IRM du cerveau de Gabriella sur son écran d'ordinateur. Il a pointé ces taches sombres sur toutes les images et a expliqué que le manque d'oxygène avait tué d'énormes sections de son tissu cérébral. Les parties qui contrôlent la parole, le mouvement et la pensée de base étaient pour la plupart mortes. Il m'a dit sans détour que Gabriella ne marcherait plus jamais, ne parlerait plus jamais, et aurait besoin que quelqu'un la nourrisse par un tube pour le reste de sa vie. Mes mains ont commencé à trembler alors que je parcourais la liste de ce que j'avais perdu. Elle ne pouvait plus contrôler sa vessie ou ses intestins. Elle aurait besoin d'un équipement spécial juste pour s'asseoir sans tomber. La petite fille qui courait vers moi en riant quand je la récupérais à la crèche était partie pour toujours. Une assistante sociale est entrée alors que j'essayais encore de tout assimiler et a commencé à parler des foyers d'État qui pouvaient s'occuper d'enfants comme Gabriella. Elle avait des brochures d'endroits qui ressemblaient à des hôpitaux où ils la garderaient dans un lit toute la journée avec d'autres enfants ayant des lésions cérébrales. J'ai repoussé les papiers sur la table et j'ai dit « Pas question que ma fille aille dans un de ces endroits ». Elle a essayé d'expliquer à quel point il serait difficile de s'occuper de Gabriella à la maison, mais je m'en fichais. Je trouverais un moyen parce qu'elle était toujours mon bébé, même si son cerveau était pour la plupart mort. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du bureau du procureur me disant que la date du procès de Victor avait été fixée pour 3 mois plus tard. Son défenseur public essayait déjà de faire valoir que Victor avait une capacité diminuée en raison du stress et ne devrait pas être tenu entièrement responsable d'avoir laissé Gabriella dans cette salle de bain. Entendre cela m'a fait bouillir le sang à tel point que j'ai dû raccrocher avant de dire quelque chose qui me causerait des ennuis. 2 semaines plus tard, j'étais en train de signer les papiers de sortie pour ramener Gabriella à la maison quand un gars que je connaissais du quartier m'a pris à part dans le hall de l'hôpital. Il m'a dit que Dexter Guthrie, ce type violent qui purgeait une peine pour avoir failli battre quelqu'un à mort, était devenu le nouveau compagnon de cellule de Victor. La nouvelle se répandait en prison sur ce que Victor avait fait à ses bébés et Dexter avait ses propres enfants à l'extérieur. Le gars a dit que Victor n'arriverait probablement pas au procès et m'a demandé si je voulais passer un message pour l'arrêter. J'ai simplement secoué la tête et je me suis éloigné sans rien dire parce que Victor avait fait ses choix et qu'il pouvait maintenant vivre avec les conséquences. J'ai démissionné de mon travail le lendemain car Gabriella avait besoin de soins 24 heures sur 24 et il n'y avait aucun moyen que je puisse payer une infirmière. L'argent est devenu très serré avec toutes les factures médicales et l'équipement dont nous avions besoin. Lisa et quelques autres parents de la crèche ont lancé un GoFundMe qui a recueilli suffisamment pour couvrir la pompe d'alimentation et le fauteuil roulant spécial. Chaque matin, je me levais à 5 heures pour préparer les médicaments de Gabriella, écrasant des pilules et les mélangeant avec de l'eau pour les pousser à travers son tube d'alimentation. Ensuite, je changeais sa couche, lui donnais un bain d'éponge et faisais les exercices de physiothérapie que l'hôpital m'avait appris. Ses bras et ses jambes devenaient plus rigides chaque jour car elle ne bougeait pas d'elle-même. Alors je devais les plier et les étirer pour empêcher les muscles de se bloquer complètement. 2 mois après l'incendie, je regardais les nouvelles du matin, tout en faisant les exercices de Gabriella quand ils ont annoncé que Victor avait été retrouvé mort dans sa cellule. Le journaliste a dit qu'il avait été battu à mort par son compagnon de cellule Dexter pour une dispute sur des articles du commissariat. Mais tout le monde savait que ce n'était que l'histoire officielle. Ils ont montré la photo de Victor pendant environ 10 secondes avant de passer à la météo, comme si sa mort n'avait aucune importance. J'ai continué à faire les étirements de jambes de Gabriella et je n'ai rien ressenti, sauf peut-être un soulagement de ne pas avoir à subir un procès.
dans les jours qui ont suivi la mort de Victor, l'avocat de Madame Hamilton a contacté le procureur pour un plaidoyer de culpabilité. Sans Victor à blâmer pour tout, il ne lui restait plus beaucoup de défense. Elle a plaidé coupable de mise en danger d'enfants et a reçu 5 ans de prison d'État, même si tout le monde savait qu'elle en sortirait dans 2 ans avec une bonne conduite. Les nouvelles locales ont à peine mentionné la mort de Victor après ce premier jour, et personne ne semblait se soucier qu'il soit parti. Sa propre famille n'a même pas réclamé son corps, alors le comté a dû l'enterrer dans le cimetière qu'ils utilisent pour les sans-abri et les criminels dont personne ne veut. J'ai commencé à apprendre tous les nouveaux besoins de Gabriella, comme nettoyer le tube d'alimentation pour qu'il ne s'infecte pas et quels médicaments devaient être administrés à des moments précis. L'ergothérapeute m'a montré comment la positionner dans le fauteuil roulant pour qu'elle ne fasse pas de plaies de lit à force de rester assise au même endroit. Chaque jour était épuisant avec des changements de couches constants, des alimentations par sonde toutes les 4 heures et des exercices qui semblaient inutiles car elle ne s'améliorait jamais. 3 mois après que tout soit arrivé, Kyle est apparu à ma porte avec une boîte à outils et quelques planches de bois. Il avait été hors de l'état depuis cette nuit avec Victor, mais est revenu une fois que c'était sûr. Il a passé tout le week-end à construire des rampes pour le fauteuil roulant de Gabriella et à installer des barres d'appui dans la salle de bain. Nous avons travaillé côte à côte pendant des heures, sans mentionner ce que nous avions fait à Victor ou comment les choses s'étaient terminées. Il m'a aidé à réorganiser le salon pour qu'il puisse accueillir tout l'équipement médical de Gabriella et a construit des étagères spéciales pour organiser ses médicaments et ses fournitures. Benji est apparu une semaine plus tard avec sa petite amie enceinte et m'a demandé si je serais le parrain de leur bébé. J'ai dit oui immédiatement, même si une partie de moi s'inquiétait que son enfant puisse un jour avoir besoin du même genre de loyauté que nous nous étions montrés l'un à l'autre cette nuit-là avec Victor. La plainte civile contre la crèche a progressé au cours des mois suivants avec des dépositions et des réunions avec des avocats. La compagnie d'assurance de Hamilton a finalement offert 2 millions pour tout régler au lieu d'aller au procès. 7 familles se le partageraient, ce qui signifiait que ma part couvrirait peut-être 5 ans des soins de Gabriella si j'étais prudent avec chaque centime. J'ai commencé à emmener Gabriella à une garderie pour enfants ayant des besoins spéciaux 3 matins par semaine, une fois qu'elle a été suffisamment stable. Le personnel là-bas savait vraiment comment gérer les enfants ayant des lésions cérébrales et des tubes d'alimentation. Ils avaient des chaises spéciales qui soutenaient sa tête et des infirmières qui vérifiaient ses médicaments. Cela m'a permis de travailler à temps partiel à la mise en rayon au supermarché, ce qui a aidé avec les factures. 6 mois après l'incendie, je faisais les exercices du matin de Gabriella quand elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. C'était de travers et probablement juste un mouvement musculaire aléatoire, mais j'ai choisi de croire qu'elle savait qui j'étais. Les autres parents de la crèche de Hamilton ont commencé à se réunir une fois par mois au centre communautaire. Nous partagions des informations sur les services pour besoins spéciaux et quels médecins étaient vraiment utiles. Lisa a apporté des brochures sur les programmes d'État, tandis qu'une autre maman connaissait les prêts gratuits d'équipements de thérapie. Nous avons tous signé des pétitions pour une meilleure supervision des crèches et écrit des lettres aux représentants de l'État. Le journal télévisé local a appelé pour faire un reportage de suivi sur ce qui s'était passé. Nous avons filmé à la mairie où de nouvelles réglementations étaient annoncées, comme des vérifications obligatoires des antécédents pour tous les travailleurs des crèches et des inspections surprises. Le journaliste m'a interviewé sur les progrès de Gabriella et j'ai essayé d'expliquer comment la négligence d'une personne avait détruit l'avenir de ma fille. Le conseil municipal a prévu une audience sur le financement de la supervision des garderies et m'a demandé de témoigner. Me tenir à ce microphone était terrifiant, mais je leur ai raconté que j'avais trouvé Gabriella dans cette salle de bain et qu'elle ne marcherait plus jamais ni ne parlerait normalement. Les membres du conseil ont pris des notes et ont promis d'envisager une augmentation du financement, même si je savais que les promesses ne signifiaient rien. Le moment où Victor s'est retrouvé avec Dexter Guthrie comme compagnon de cellule semble terriblement commode. N'est-ce pas? Cela me fait me demander qui a tiré les ficelles en coulisses pour organiser cette affectation de logement particulière. Une année entière s'est écoulée et Gabriella devenait lentement plus forte. Elle pouvait maintenant suivre des objets avec ses yeux et semblait reconnaître ma voix quand je lui parlais. Le physiothérapeute a dit que c'était un progrès remarquable, compte tenu de son pronostic initial de végétation totale. Son tube d'alimentation s'infectait encore parfois, et elle avait des convulsions qui nécessitaient des médicaments d'urgence,
Mais elle était vivante et se battait, ce qui était plus que ce que les médecins attendaient. Hamilton a été libéré de prison après avoir purgé 2 ans de sa peine de 5 ans. La commission des libérations conditionnelles a décidé qu'elle n'était plus une menace et qu'elle devait s'occuper de sa mère âgée. J'ai appris cela par le système de notification des victimes et j'ai passé toute cette nuit à faire les 100 pas dans mon appartement, voulant la localiser. Mais Gabriella avait besoin de moi ici et la vengeance ne réparerait pas ses lésions cérébrales. Hamilton a quitté l'État dans les jours qui ont suivi, selon le procureur qui a appelé pour me prévenir. À la garderie pour besoins spéciaux, j'ai commencé à remarquer un autre parent qui était toujours là quand je déposais Gabriella. Son nom était Kelly et son fils avait des blessures similaires dues à des abus dans un autre établissement 2 ans plus tôt. Nous avons commencé à prendre un café dans le hall pendant que nos enfants étaient en séance de thérapie. Elle comprenait des choses que les autres ne pouvaient pas, comme à quel point il était épuisant de changer les couches d'adultes d'un enfant qui devrait être propre. Elle connaissait la culpabilité de se sentir soulagée quand il dormait toute la nuit parce que cela signifiait une pause dans les soins constants. Kelly m'a montré des astuces pour prévenir les plaies de lit et quels médicaments génériques fonctionnaient aussi bien que les chers. Son fils pouvait utiliser un tableau de communication avec ses yeux pour dire des mots de base, ce qui m'a donné l'espoir que Gabriella pourrait aussi apprendre cela. Nous avons échangé nos numéros et avons commencé à nous envoyer des SMS sur les rendez-vous chez le médecin et les progrès de la thérapie. Parfois, nous nous retrouvions au parc avec nos enfants dans leurs fauteuils roulants spéciaux et regardions d'autres enfants jouer sur des équipements que les nôtres n'utiliseraient jamais. Ce n'était pas exactement une rencontre, mais avoir quelqu'un qui comprenait cette vie rendait tout un peu moins impossible. Le personnel de la garderie a mentionné que Gabriella réagissait bien à la musicothérapie et a suggéré de mettre des chansons à la maison. J'ai acheté un haut-parleur bon marché et j'ai mis des chansons pour enfants pendant ses exercices, ce qui faisait parfois que ses yeux se fixaient mieux. Chaque petite amélioration semblait énorme, même si elle ne serait jamais la petite fille qui courait dans mon appartement en riant. Kyle passait de temps en temps pour aider avec les réparations ou apporter des courses quand l'argent était rare. Il n'a jamais mentionné cette nuit avec Victor, mais je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux quand il regardait le tube d'alimentation de Gabriella. Benji a envoyé des photos de son nouveau bébé et a promis de l'amener quand elle serait plus grande, même si nous savions tous les deux que cela pourrait ne jamais arriver. La vie est devenue une routine de médicaments et de rendez-vous de thérapie et de bataille avec l'assurance et de petites victoires que personne d'autre ne comprendrait. Un matin, le procureur a appelé pour me dire qu'il créait une unité spéciale pour les cas d'abus dans les garderies en raison de ce qui nous était arrivé. Elle a dit qu'il l'appelait la loi de Gabriella au bureau, bien que le nom officiel soit quelque chose de terne avec trop de mots. J'ai raccroché, sentant que peut-être quelque chose de bien était sorti de toute cette douleur. Les mois sont devenus une année, puis une autre avec Gabriella faisant de petits progrès qui semblaient énormes pour moi. Un après-midi, j'étais en train de lui changer la couche quand elle m'a regardé droit dans les yeux et a fait un son que je n'avais pas entendu depuis 2 ans. Papa. L'orthophoniste qui était là pour sa séance a laissé tomber son bloc-notes. Elle s'est précipitée et a écouté pendant que Gabriella le disait à nouveau, plus clairement cette fois. Papa. L'orthophoniste m'a averti que c'était peut-être le seul mot qu'elle réussirait à dire. Mais je m'en fichais parce que mon bébé savait qui j'étais. Cette nuit-là, j'ai montré la vidéo que j'avais prise à Kelly, et nous avons pleuré toutes les deux en la regardant encore et encore. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin avec Kyle à l'autre bout, me demandant de payer sa caution. Il avait été surpris en train de cambrioler un entrepôt et avait besoin de 5 000 $. Je me suis assis sur le bord de mon lit en regardant les factures médicales de Gabriella éparpillées sur ma table de cuisine. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aider cette fois. Il a commencé à crier à propos de la loyauté et du fait que j'avais changé, mais j'ai raccroché parce que Gabriella avait besoin de chaque centime que j'avais. Kelly a compris quand je lui ai raconté le lendemain au parc pendant que nos enfants étaient assis dans leur fauteuil roulant. Elle ne m'a pas jugé quand j'ai admis que j'avais probablement aidé à blesser Victor cette nuit où il a été battu. Elle m'a juste serré la main et a dit qu'elle aurait fait la même chose si quelqu'un blessait son enfant comme ça. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à dîner chez l'un et l'autre pendant que les enfants faisaient leurs exercices. Elle m'a appris à bien étirer les jambes de Gabriella pour empêcher ses muscles de devenir trop raides.
Je lui ai montré l'astuce que j'avais apprise pour que son fils avale ses médicaments en les mélangeant avec du pudding au chocolat. Un après-midi, l'ergothérapeute a apporté un nouvel appareil qui suivait les mouvements des yeux. Elle a passé 3 heures à apprendre à Gabriella à regarder les images pour communiquer des besoins de base. La première fois que Gabriella a regardé la photo de l'eau quand elle avait soif. J'ai voulu faire la fête. 2 semaines plus tard, elle a découvert comment relier des images pour faire des phrases simples. Elle a regardé « amour », puis « papa », et je me suis complètement effondré, pleurant plus fort que la nuit de l'incendie parce qu'elle pouvait enfin me dire ce qu'elle ressentait. Le directeur de la garderie pour besoins spéciaux m'a pris à part un matin pour me demander si je voulais un emploi là-bas. Il a dit que j'étais déjà là tous les jours de toute façon et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait ce que ces familles traversaient. Le salaire était terrible, à peine au-dessus du salaire minimum, mais cela signifiait que je pouvais rester près de Gabriella toute la journée. J'ai pris le travail immédiatement et j'ai commencé la semaine suivante à aider avec les horaires d'alimentation et les changements de couches pour 6 autres enfants ayant des blessures similaires. Le temps a continué de passer, que je le veuille ou non. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'incendie et notre vie avait trouvé son propre rythme étrange. Gabriella ne marcherait plus jamais ni ne parlerait normalement, mais elle était vivante, en sécurité et aimée par tant de gens. Certaines nuits, je me réveillais encore en panique en pensant à cette salle de bain et à l'incendie. J'allais voir Gabriella dormir dans son lit spécial avec tout son équipement autour d'elle. La voir là, respirant régulièrement, me calmait. Nous avions survécu à tout et Victor était parti tandis que ma fille était toujours là. Se battant tous les jours. Kelly et moi étions ensemble depuis près de 4 ans à ce moment-là et nous avons décidé de le rendre officiel. Nous avons planifié une petite cérémonie au parc avec seulement des amis proches et de la famille. Gabriella serait notre fille de fleurs avec son fauteuil roulant décoré de rubans et de fleurs. Le matin du mariage, Kelly m'a aidé à mettre à Gabriella sa robe spéciale. Nous avons pratiqué sa marche dans l'allée avec un panier de fleurs attaché à sa chaise. Quand la cérémonie a commencé, elle l'a fait parfaitement pendant que tout le monde regardait avec des larmes aux yeux. L'officiant a demandé si quelqu'un s'opposait, et c'est alors que Gabriella a utilisé son appareil. Elle nous a regardés droit dans les yeux et a sélectionné « heureux », faisant rire et pleurer tout le monde en même temps. Après la cérémonie, nous avons eu une petite réception au centre communautaire où notre groupe de soutien se réunissait. La vie n'était rien comme je l'avais prévu quand Gabriella est née en parfaite santé. Elle ne marcherait plus jamais ni ne parlerait normalement et avait besoin de soins constants, mais elle était vivante, en sécurité et aimée par tant de gens. Certaines nuits, je me réveillais encore en panique en pensant à cette salle de bain et à l'incendie. J'allais voir Gabriella dormir dans son lit spécial avec tout son équipement autour d'elle. La voir là, respirant régulièrement, me calmait. Nous avions survécu à tout et Victor était parti tandis que ma fille était toujours là, se battant tous les jours.